Au bout de nos doigts, à l'écoute de notre voix, l'IA, l'intelligence artificielle, fait désormais partie de notre quotidien. Pour organiser nos loisirs, est-ce que je peux marcher jusqu'à la dent de Vaulion avec un enfant de 8 ans? Oui, il est tout à fait possible de faire de la randonnée jusqu'à la dent de Vaulion avec un enfant de 8 ans. Ou encore, écrire nos courriers les plus ingrats. Écris-moi une lettre pour résilier mon assurance maladie de base pour 2026. C'est la magie de la technologie venue tout droit de San Francisco, où le secteur de l'IA brasse des centaines de milliards de dollars. Ceci est un incroyable super-pouvoir. Cela aurait été inimaginable à tout autre moment de l'histoire. Des décennies de recherche deviennent réalité pour les gens du monde entier. Ceci sera la technologie la plus importante de toute notre vie. Mais comme toujours, derrière les tours de magie, il y a un truc auquel personne n'a pensé. En Suisse, la puissance de l'IA pénètre jusque dans nos poubelles. Nous sommes à Vernier, chez Retripa. Papier ou carton, ici tout est analysé pour être séparé puis recyclé. Et la manœuvre est plus technologique qu'il n'y paraît. Par exemple, s'il y a des objets dangereux, des objets qui ne devraient pas du tout être là, des fois il y a des gros objets métalliques qui sont jetés au milieu, qui atterrissent dans les camions, qui peuvent abîmer le reste de l'usine. Et du coup, en fait, on fait vraiment de l'analyse du flux entrant pour dire exactement à l'usine ce qui rentre. Derrière ces caméras, un algorithme développé par la start-up Wasteflow. Objectif, améliorer le taux de recyclage et la gestion du site. On trie tout à la main. En fait, ça, c'est de la donnée qu'on récupère en faisant de la pesée manuelle pour réinjecter ça dans l'entraînement de nos modèles et gagner en précision. Ouais, je suis papier ici. Et oui, pour entraîner le modèle, il a fallu mettre la main à la pâte et pas seulement dans l'usine. Si quelques pesées manuelles suffisent à ajuster le système, le gros du travail, c'est ce qu'on appelle la labellisation ou l'annotation des données, des images de déchets en l'occurrence. Ces photos sur lesquelles il y a des objets sur les convoyeurs, on va les collecter. Et ensuite, donc, on a un algorithme qui permet de faire une pré-labellisation des données, on appelle ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Mais ensuite, il y a toujours un travail manuel qui est fait, qui nous prend beaucoup de temps et d'efforts, mais qui permet en fait d'annoter toutes ces images, donc de découper les objets manuellement, de dire, bah voilà, ça c'est une bouteille de PET, ça c'est un morceau de carton ou de papier, etc. Et puis ensuite, on injecte toutes ces données dans des modèles pour entraîner nos modèles et puis qu'ils soient capables de reproduire la même chose automatiquement pour nos clients. À l'EPFL, Robert West rentre tout juste des États-Unis. Il boucle une année de recherche dans les laboratoires de Microsoft, l'une des matrices de l'IA générative. Son propos est limpide. En 2025, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans humain. Ce qu'on appelle l'annotation concerne donc les images, mais aussi les textes et tout le reste. Exemple avec ChatGPT. L'humain devient important au moment où vous voulez contrôler comment le modèle devrait se comporter. Sur Internet, il n'y a pas que de bons textes, il y a beaucoup de contenu qu'on ne voudrait pas que ChatGPT les répète. Il y a du contenu qui est illégal, il y a de l'extrémisme, il y a des théories de conspiration, tout ça. Ce qu'il faut, c'est d'apprivoiser le modèle qui est trop brut au début. Des millions, voire des dizaines de millions d'humains cachés dans les coulisses de l'IA, c'est donc ça le truc des magiciens de la tech. La plupart se trouvent dans des pays à bas revenus, Inde, Philippines, Madagascar, Venezuela ou encore Kenya. Sur la carte de ces métiers fragiles, Nairobi, sa capitale, fait figure de métropole internationale. C'est là que nous sommes allés à la rencontre d'Ifantus Kanyugi. Diplômé en finance et en économie, il n'a jamais trouvé de travail dans son domaine. C'est donc par nécessité qu'il est devenu annotateur. Après quelques années dans le secteur, il a cofondé la DLA, l'association de défense de ses petites mains. Il y a beaucoup de projets parce que tout le monde essaye d'innover dans le secteur de l'IA. Dans le domaine pharmaceutique, par exemple, où vous avez peut-être vu cette vidéo d'un système d'intelligence artificielle en train d'effectuer une opération chirurgicale sur un muscle. Il a recousu un muscle qui avait été entaillé.
Eh bien, j'avais annoté des données pour ce projet. Donc, c'est ça qui lui a appris les sutures, les coupures. Par exemple, ceci est un point de suture, ceci aussi. Et plus il s'entraîne, plus il est apte à faire cette procédure. J'ai travaillé sur LIDAR, la technologie utilisée par les voitures autonomes pour identifier les objets qu'il y a autour. Donc je l'entraînais, ceci est une personne, ceci est un bâtiment, ceci est une route, ceci est un panneau, des choses comme ça. Aujourd'hui, et c'est plutôt rare, il travaille pour un employeur modèle, actif dans la santé des animaux. Dans ce projet, par exemple, je devais identifier des parties spécifiques de la tête qui peuvent être utilisées pour reconnaître des maladies animales. Donc, le client détermine par exemple 46 points. 46 points qui désignent des endroits stratégiques pour détecter le mouvement. Il fournit les images, il a déjà identifié les points qui doivent être placés sur la tête du chien et ensuite, il nous donne un modèle. On veut ça là, on veut ça ici, on veut ça ici, là. Et ensuite, il nourrit le système d'intelligence artificielle et essaye de lui apprendre comment faire le processus tout seul. Des gestes répétés sur des milliers de photos pour un salaire qu'il juge honnête, ce qui est loin d'être une généralité. Beaucoup de personnes cumulent 2 jobs. En fait, il y a 2 systèmes. Les plateformes digitales sur lesquelles vous vous enregistrez, passez des tests, et si vous réussissez, on vous attribue des projets. Et puis, vous avez les sous-traitants, ou BPO, des entreprises physiques avec des locaux tout équipés dans lesquels les gens vont travailler. Donc les gens vont travailler là-bas, mais le soir, quand ils rentrent à la maison, ils travaillent encore sur des plateformes pour compléter leurs revenus, pour que ce soit tenable. Pas de quoi faire des excès, c'est juste pour payer les factures, la nourriture, Internet et le reste. Beaucoup de travailleurs font 16 à 20 heures par jour. C'est la réalité de celle que nous appellerons Alice. Annotatrice pour un sous-traitant de Meta, elle a par exemple contribué au développement des fameux avatars d'Instagram. Salaire, 30 000 shillings par mois, soit 180 francs, insuffisant pour s'en sortir à Nairobi. Je fais d'autres tâches en dehors de mon travail pour eux. Je cherche des mandats en ligne. Vous trouverez peut-être un projet qui sera payé à la semaine et qui peut aider à tenir le coup financièrement. Si je ne décroche pas d'autres projets pendant un mois, ça veut dire que je vais devoir demander à ma maman ou à ma sœur de m'aider avec les factures. Ces métiers sont précaires parce qu'ils fonctionnent par projet. Des fois, vous avez un projet de 2 semaines, des fois c'est 3 mois, des fois c'est 6. Et vous êtes sans arrêt à la recherche de l'opportunité suivante. Angela Chukunzira ausculte la réalité de ces forçats du clic depuis plusieurs années. Elle dénonce des conditions de travail indignes. Si je me base sur les gens avec lesquels j'ai parlé, ils arrivent à peine à vivre. Vous savez, ils doivent toujours compter sur d'autres sources de revenus ou sur des prêts. Ils doivent contracter des emprunts pour compléter ce qu'ils gagnent. Au-delà des finances, elle s'inquiète aussi pour leur santé mentale. Car les spécialistes du secteur le savent, souvent, les annotateurs sont exposés à des contenus toxiques. Quelqu'un m'a envoyé un lien et j'ai postulé. Je ne savais vraiment pas de quoi il s'agissait. Et je me suis retrouvé à travailler sur des vidéos pornographiques 8 heures par jour, en plus de mon emploi dans un BPO, pendant 8 mois. À taguer image par image chaque vidéo que je recevais pendant 8 heures par jour. Regarder de la pornographie pendant 8 heures, c'est vraiment pas de la rigolade. Après 4 ou 5 jours, mon corps s'est complètement éteint. Aujourd'hui, il appelle les entreprises de l'intelligence artificielle à protéger la santé mentale des travailleurs, un enjeu fondamental. Quand les travailleurs sont exposés de manière permanente à des contenus très nocifs, ils deviennent insensibles. Certains d'entre eux perdent leur humanité et leur sens des réalités est aussi très altéré. De l'autre côté de nos écrans, les annotateurs ne sont pas les seuls exposés à ces contenus toxiques. Pour protéger les utilisateurs contre les publications problématiques, les réseaux sociaux font appel à une autre catégorie de travailleurs de l'IA, les modérateurs de contenu.
Sur TikTok, 85% des contenus inappropriés sont par exemple filtrés par l'intelligence artificielle. Pour le reste, abracadabra, l'algorithme a besoin d'humains. Nous nous rendons dans un lieu discret pour rencontrer l'un d'eux. Employé par un sous-traitant du géant chinois, il n'a pas le droit de parler de son travail et reste donc anonyme. Son quotidien ? Traquer des contenus inappropriés venus du monde entier, au moins 250 vidéos par jour et, attention, cela peut être très choquant. La plupart des vidéos TikTok qu'on regarde sont sélectionnées par l'intelligence artificielle. Mais l'IA n'est pas parfaite. Trop de vidéos sont sélectionnées et il y a donc toujours des erreurs. Parce qu'il y a de tout dans les vidéos. Des suicides, de la torture, des personnes brûlées vives, de la pédopornographie. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les gens voient normalement ce qui est bien, des gens en train de danser. Mais ils ne savent pas que cela passe par des humains, qu'il y a des gens comme moi qui filtrent les mauvais contenus au prix de leur santé mentale. Il y a certaines vidéos, 2 ou 3, qui vous hantent pour le reste de votre vie. Comme celle de ces 3 types qui avaient des couteaux dans leurs mains et qui étaient en train de dépecer un gars vivant, qui était juste en train de pleurer. Vous voyez, on regarde ce genre de choses. Les petits artisans de l'IA réclament surtout un système plus équitable. Tous ces projets ont été faits ici au Kenya. ChatGPT est venu ici, Tesla est venu ici, tous ces projets ici. N'est-il pas possible d'avoir une situation gagnant-gagnant? Je suis un annotateur, je travaille sur leurs données, ils gagnent des millions. Pourquoi ne peuvent-ils pas veiller à ce que je vive décemment? Est-ce qu'ils doivent me sacrifier pour leur croissance? Est-ce que c'est un crime pour ces géants de la tech de faire ce qui est juste? Nous sommes exploités comme des esclaves. C'est juste parce que nous sommes africains. Tout le monde s'en fiche, vous comprenez? Ces gens de la tech, ils sont très cupides. Ils se fichent des humains. Et ils doivent être punis pour cela. Ils doivent changer la manière dont ils traitent les êtres humains. Nous sommes au XXIe siècle. Il n'y a plus d'esclavage, il faut leur apprendre ça. Parce qu'ils nous gardent comme des esclaves. Oui, il en va de l'intelligence artificielle comme des illusionnistes. Une fois qu'on connaît le truc, la magie ne perd plus vraiment. Et avec nous en plateau, Linda Bourget, vous êtes journaliste, présentatrice de l'émission À bon entendeur sur la RTS. Merci d'être avec nous. Avec nous également Jérôme Duberry, enseignant, chercheur spécialisé dans le numérique et la démocratie à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Merci également d'être avec nous. Première question à vous, Linda Bourget. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage, notamment au Kenya ? Je crois que c'est vraiment l'ampleur du phénomène, parce que quelque part, on a tous entendu dire qu'il fallait entraîner les algorithmes de l'intelligence artificielle, mais quand on se plonge dedans cette problématique, on découvre que ce sont des millions de personnes de par le monde, des dizaines de millions, certains parlent de centaines de millions de personnes qui font ce travail. Donc d'une part, c'est vraiment la dimension industrielle, et puis de l'autre part, c'est le déséquilibre absolu entre le pouvoir des géants de la tech qui indirectement emploient ces personnes qui, elles, sont dans une extrême précarité. Jérôme Duberry, annotateur, modérateur, ce sont des métiers assez nouveaux. Quand on utilise l'IA, on pense rarement au fait que finalement il y a des humains qui œuvrent pour nourrir cette intelligence artificielle. Il faut absolument démystifier l'IA pour mieux s'en servir. Oui, je pense que c'est essentiel. On l'a très bien vu dans le reportage. En fait, il y a beaucoup d'humains et de subjectifs dans l'intelligence artificielle. La modération de contenu est faite conjointement entre l'intelligence artificielle et les humains, les algorithmes et les humains, comme c'était très bien montré dans le reportage. D'où l'importance d'une littératie du numérique ou d'une littératie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire développer à la fois les compétences techniques pour utiliser ces technologies et en même temps une sensibilisation aux enjeux sociétaux, environnementaux, éthiques de ces technologies au sein de la société, afin que la société, les jeunes générations en particulier, puissent ensuite prendre des décisions sur la gouvernance de ces technologies.
Linda Bourget, vous vous êtes rendue au Kenya. Est-ce qu'il y a d'autres pays concernés? Et puis pourquoi le choix, par exemple, du Kenya? Oui, il y a beaucoup d'autres pays concernés. On peut citer par exemple Madagascar dans la région francophone. Il y a aussi le Venezuela, il y a l'Inde, il y a les Philippines qui sont de gros hubs dans ce secteur-là. Ou encore le Venezuela pour la zone hispanophone, absolument, pour l'espagnol. Oui, il faut parler les langues pour pouvoir annoter correctement. Oui, et il faut en fait avoir une main-d'œuvre qualifiée, en tout cas éduquée, connectée, et puis très bon marché. Donc ça, ce sont un peu les critères de base pour le développement de ce qu'on appelle ces gros hubs ou ces gros centres. Après, il y en a partout. Donc des personnes qui font ces métiers d'annotateurs. Vous en avez également en Belgique, en France, en Suisse, au Canada. Nous, on a rencontré également dans le cadre de cette émission un annotateur qui travaille à proximité de Genève et dont le rôle était d'entraîner l'outil d'intelligence artificielle à parler le français de Suisse, en fait, pour le rendre plus local, pour lui donner un ancrage local pour les utilisateurs. Avec les expressions helvètes. Absolument. Déçu en bien, par exemple. Oui. C'est l'une des expressions, de mes expressions favorites. Très efficace. Certains protagonistes, Linda, de votre reportage n'ont pas souhaité témoigner à visage découvert. De quoi ont-ils peur ? De perdre évidemment leur maigre source de revenus. Alors déjà, c'est évidemment toujours compliqué de témoigner de manière critique vis-à-vis de son employeur, pour tout le monde. Mais en plus, là, on est dans un secteur où les gens doivent signer des clauses de confidentialité vraiment très, très, très restrictives. Et donc, ces gens, évidemment, ont très peur de s'exposer. Alors, on l'a dit, annotateur, modérateur. Enfin, modérateur, ça existait déjà depuis le début des réseaux sociaux, il y a un peu plus longtemps. Mais annotateur, c'est un nouveau métier. On parle souvent des métiers qui vont disparaître. Il y a aussi des métiers qui vont apparaître. Mais combien d'emplois est-ce qu'on arrive à avoir des estimations aujourd'hui du nombre d'emplois qui vont être supprimés et puis éventuellement ceux qui vont être créés? C'est une excellente question. Je pense compliqué, que c'est compliqué. Je pense que c'est difficile de répondre de manière générale puisque ça va dépendre des secteurs d'activité, ça va dépendre des pays aussi. On parle par exemple beaucoup des pays comme l'Inde où on sous-traite beaucoup de back-office par exemple qui vont être affectés par l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle est déjà utilisée aujourd'hui pour des activités plutôt administratives, répétitives. Donc ça va aller de plus en plus dans cette direction-là. La question, c'est justement comment est-ce qu'on utilise cette technologie pour nous augmenter, entre guillemets, plutôt que pour nous remplacer. Et donc, il y aura un peu des deux. Il y a une étude récente qui a montré, par l'université de Stanford, qui a montré que en fait, les jeunes diplômés sont les premiers affectés par cette technologie puisque c'est des emplois qui sont souvent, entre guillemets, remplaçables par l'intelligence artificielle. Oui, on dit que les futurs millionnaires, ce seront toutes les personnes qui font des travaux manuels, les plombiers, les ébénistes, les charpentiers, etc., les serruriers aussi également. Linda Bourget, est-ce qu'il y a eu des plaintes déposées, notamment au Kenya, contre ces plateformes par ces annotateurs, par ces travailleurs de l'ombre? Oui, c'est intéressant. Il y a plusieurs procédures qui sont en cours actuellement au Kenya. Deux notamment contre Meta. Une pour traite d'êtres humains et travail forcé. Donc ce sont évidemment des accusations extrêmement graves. Et puis une autre plainte également contre Meta pour licenciement abusif. Et ce qui est intéressant en fait là, c'est que le Kenya a autorisé la Cour à juger Meta sur place alors même que Meta n'a pas d'entité en fait, qui leur représente sur place, puisque ces grands groupes travaillent en général avec des sous-traitants. Donc, l'issue de cette procédure est très scrutée, elle est très attendue, évidemment, partout dans le monde, bien au-delà du Kenya. Il y a également une procédure contre TikTok qui est en cours actuellement au Kenya, qui a été lancée par un modérateur de contenu qui était exposé à 250 vidéos par heure chaque jour de travail et qui a fini par la pédopornographie, violence en ligne, assassinat, dépeçage, on l'entend dans votre reportage, de corps humains, des membres. C'est ça. En fait, ces gens sont souvent, on ne le soupçonne pas, mais sont exposés à des images d'une violence absolue. En fait, ils voient tout ce qu'il y a sur le net. Qui sont vrais, c'est la réalité, c'est une fiction. C'est la réalité et évidemment, ils en sortent souvent traumatisés. Donc, en l'occurrence, ce modérateur a un stress post-traumatique. Il est de loin pas le seul. Et finalement, ce que demandent ces travailleurs, c'est pas forcément de ne pas être exposé à cette réalité. Il y a des métiers, vous êtes pompier, vous êtes policier, vous faites face à des réalités extrêmement violentes. Ils sont formés. Vous
vous êtes formé et vous êtes encadré et c'est reconnu. Effectivement. Voilà. Linda, pour préparer votre reportage, vous êtes allée au charbon, comme on dit. Vous avez même candidaté pour des postes d'annotateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Oui, c'est intéressant parce qu'on entre en fait vraiment dans un ordre, dans un marché de l'emploi d'un nouvel ordre. En fait, finalement, moi j'ai fait des dizaines de candidatures sur des sites, on ne comprend pas vraiment pour qui potentiellement on pourrait travailler. On doit faire énormément de tests, des tests de langue. C'est assez rigolo. Moi j'ai échoué un test de français roman, suisse, de français suisse, si vous voulez. Donc j'ai pas passé le test, donc on comprend pas forcément non plus les critères, des tests cognitifs, énormément de procédures, des entretiens avec des bots, un entretien avec vraiment des chatbots, quoi. Oui, mais qui parlaient, pas par écrit. Avec toujours un cadre très contraignant. Par exemple, vous faites des exercices, vous devez allumer la caméra de votre ordinateur et si vous regardez par la fenêtre, l'ordinateur vous dit tout de suite non, ne regardez pas à côté, regardez face à vous. Et derrière, il n'y a pas d'humain. Donc on entre vraiment dans un univers extrêmement nouveau et qui donne peut-être un aperçu d'une direction que pourrait prendre une partie du marché du travail. Bien sûr. Jérôme Duberry, comment on peut réguler? Est-ce que c'est un vœu pieux que d'imaginer qu'on puisse réguler le travail de ces annotateurs? Je pense que c'est absolument essentiel. Alors évidemment, ça va se faire au niveau principalement national, mais on l'a vu dans d'autres industries. Je pense par exemple à l'industrie du textile. Il y a à la fois les industries et les industriels qui doivent adopter certaines pratiques et qui prennent les décisions d'adopter des bonnes pratiques. Et puis il y a le rôle de l'État qui est justement de réguler. Vous pensez que c'est donc au rôle des États où vivent ces annotateurs, ces modérateurs, de protéger leurs travailleurs, de réguler? Ça ne pourra pas venir des plateformes elles-mêmes. On imagine bien que ça ne les arrangera certainement pas. Je pense que ça risque d'être un peu plus difficile, d'autant que, en fait, par exemple, le Kenya, c'est un pays qui fait face à des géants technologique. Donc, quand on est un marché comme par exemple l'Union européenne, on a plus de poids, mais quand on est un pays seul, c'est beaucoup plus difficile. Oui, on prend le risque en plus que ces plateformes décident d'aller travailler ailleurs dans un pays où la réglementation sera moins sévère. Vous êtes universitaire. L'IA, elle interroge aussi sur la manière dont on fait les recherches, sur les pratiques aussi universitaires. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on est aux premières loges de ces questions par rapport au futur du marché du travail. Quelles sont les compétences de demain? C'est évidemment des questions que l'on se pose, je pense que dans toutes les universités d'aujourd'hui. C'est aussi des questions sur non seulement le rôle de l'université dans l'enseignement, mais c'est aussi le rôle de l'université en tant que centre de recherche et de production de savoir. Et donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, accompagne les chercheurs et les chercheuses dans leurs travaux. Et la question est justement de savoir jusqu'où, en particulier en sciences sociales, jusqu'où on utilise l'intelligence artificielle, à partir de quand elle remplace et à partir de quand elle est un outil. Il y a le sujet de la protection des travailleurs, mais il y a un autre thème important, c'est la protection de la démocratie. Est-ce que les démocraties sont en danger avec l'intelligence artificielle ou peuvent être mises à mal ou mises en danger par l'intelligence artificielle? Je pense qu'elles le sont, on le voit déjà depuis de nombreuses années. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça, c'est par exemple la désinformation. Donc l'intelligence artificielle permet d'accélérer en fait la production de désinformation, que ce soit à travers des vidéos, des hypertrucages, etc. Mais elle peut être aussi utilisée pour renforcer l'esprit critique de certaines et certains utilisateurs. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, une utilisation d'un LLM assez connu pourrait permettre de réduire en fait la croyance dans certaines formes de complotisme. Donc on voit bien. LLM, vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est un grand langage de modèle, un grand modèle de langage. Donc c'est ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle générative. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute technologie est duale. Et donc, elle a à la fois un usage, on va dire, plutôt positif, négatif, civil, militaire. Et c'est ça qui est aussi compliqué dans la gouvernance et la régulation de ces technologies. Jérôme Duberry, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci également à vous, Linda Bourget, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait partager justement ce reportage signé à Bon Entendeur. Merci à vous.